Alors, je souhaite la bienvenue à toutes celles et tous qui sont connectés. Je vois Aubin. Bonjour, Aubin. Bonjour, bonjour. Et Bonjour, Mohamed. monsieur le professeur. Bonjour. Et à Mohamed. Et bon, j'en ai vu qui se sont connectés, qui je Bonjour, crois qui monsieur ont le été professeur. connectés. Bonjour, professeur. Merci, bonjour, bonjour. Alors, nous sommes là. Le professeur Kalika m'a demandé de faire cette présentation et m'a laissé la latitude de choisir. Bonjour Colette, bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour. Il m'a laissé la latitude de choisir le thème en rapport avec l'actualité. J'ai donc proposé de travailler sur la question du contexte de crise pandémique et économique et en quoi ce contexte de crise pandémique et économique peut être une opportunité pour le développement de la recherche en management en contexte africain. Alors, j'espère que vous m'entendez bien là. Ça va? La connexion est bonne, le son est bon, c'est OK? Je peux continuer? Oui, c'est Impeccable. bon, c'est bon. Oui, c'est D'accord. bon. D'accord. La présentation, comme vous le voyez sur l'écran, je la ferai autour de 4 mots-clés. Premier mot-clé, c'est le contexte. Ensuite, c'est le paradoxe. Après le paradoxe, j'évoquerai la question de l'impact et je terminerai par la question de l'hybridation. Alors, s'agissant du contexte, voilà, s'agissant du contexte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire actuellement relativement à la question de la pandémie et de l'économie? C'est que sur le plan économique, nous assistons depuis l'année dernière à un ralentissement de la croissance économique. Ce n'est pas un fait anodin pour une raison très simple, c'est qu'au cours des 25 dernières années, l'Afrique a été le continent qui a connu les meilleurs taux de croissance économique au monde. Bon, généralement dans les classements qui sont effectués, l'Afrique est située en deuxième position après l'Asie hors Japon. Et c'est un événement, ça a été jusqu'à l'avènement de la crise pandémique, un événement important parce que c'était la première fois dans l'histoire de l'Afrique que ce continent se retrouvait donc avec des taux de croissance élevés et surtout dans la durée, parce que cela a duré à peu près les 25 dernières années. Donc, contexte de ralentissement à la suite de la crise pandémique. Alors, contexte de crise pandémique, ce qu'il faut souligner ici, c'est ce phénomène dont j'évoquais tout à l'heure, là, de la limitation de la contamination et de la mortalité. Vous vous souvenez, l'année dernière, au mois de mars, février-mars, quand la crise a démarré, les alarmes, je veux dire, l'OMS a par exemple dit le pire est en Afrique. Donc, on s'attendait à ce que vraiment la situation pandémique du continent soit la plus difficile. Mais on s'est rendu compte par la suite, et là, tous les observateurs sont d'avis là-dessus, que la situation pandémique en Afrique n'a pas été aussi grave qu'on l'avait prévu, envisagé. La preuve, c'est que le taux de mortalité par rapport à la population, bon, je n'ai pas voulu indiquer les chiffres hein, compte tenu du temps court de présentation, mais globalement, nous savons que les taux de contamination, les taux de mortalité, comparativement à ce qu'on a observé en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et même en Asie, ont été moindres et sont moindres. Alors, il y a plusieurs explications à cette situation, plusieurs thèses. Il y en a qui pensent que cela est lié au fait que les anciennes pandémies que les populations africaines ont connues, je pense par exemple au paludisme, ont créé une sorte d'immunité collective qui fait en sorte que les populations soient relativement vaccinées, entre guillemets, contre la COVID-19. C'est la thèse médicale. Il y a une autre thèse démographique qui est liée au fait que l'Afrique est un continent très jeune, une population très jeune, 60% de la population africaine a moins de 30 ans. Et nous savons que jusqu'à la troisième vague, les personnes jeunes étaient épargnées. C'est avec la quatrième vague et surtout le nouveau variant Delta qui affecte les personnes jeunes. Mais je crois que l'explication la plus plausible
pour comprendre cette limitation de la contamination en Afrique, c'est le recours à la tradie pratique africaine. C'est le recours aux vieilles méthodes des grands-mères, la décoction. Vous savez, pendant toute la période pandémique, il y a un mot à la vogue dans toutes les familles africaines, décoction, décoction. Quand vous arrivez dans une famille, la première des choses qu'on vous sert à boire, c'est pas du jus, c'est pas de l'eau, c'est de la décoction. Alors, c'est quoi la décoction? C'est toutes sortes de mélanges de gingembre, de quinquina, d'aloe vera, de tous ces produits qui semblent avoir une vertu thérapeutique ou une vertu préventive. Donc, je préfère m'en tenir à ça et dire, pour le moment, la recherche scientifique n'a pas encore formellement indiqué les raisons pour lesquelles on a observé cette limitation de la contamination et de la mortalité en Afrique. Donc, en résumé, une résistance vraiment forte du continent à cette contamination pandémique. Alors, deuxième mot-clé, c'est le paradoxe. Qu'est-ce que j'entends par paradoxe et qui pourrait être une source d'inspiration pour la recherche en management en contexte africain? C'est que quand nous observons le continent africain, qu'est-ce que nous constatons? D'un côté, une abondance des richesses naturelles, minières, énergétiques, humaines, notamment liées à la jeunesse de la population. Mais également, en revanche, une vulnérabilité des populations dont les conditions de vie sont précaires. Accès difficile à l'alimentation, accès difficile aux soins de santé, accès difficile à l'éducation, faible couverture infrastructurelle. Alors, ça me semble être une piste importante pour la recherche en Afrique, pour comprendre qu'est-ce qui explique ce paradoxe, cette rupture entre, d'une part, l'abondance des richesses et d'autre part, les conditions de vie relativement et même parfois excessivement pauvres des populations. Et il y a au cœur, me semble-t-il, de cette question, tous les débats autour de la gouvernance, autour des institutions. Alors, juste une illustration pour bien comprendre ce système paradoxal africain. Quand nous regardons la carte des pays africains, nous constatons que, par exemple, les pays les plus riches du continent sont paradoxalement les pays les plus inégalitaires. Quels sont ces pays les plus riches en termes de ressources minières, naturelles et autres? C'est par exemple l'Afrique du Sud, c'est l'Algérie, c'est la Guinée, parfois qualifiée de scandale géologique. Je fais un clin d'œil à notre doctorant là, Aubin, qui travaille justement sur la comparaison Guinée-RDC. C'est le Nigeria et c'est la République démocratique du Congo. Alors, tous ces pays sont des pays abondamment riches, mais qui ne réussissent pas à offrir à leur population des conditions de vie meilleures, contrairement à des pays pauvres, entre guillemets, en termes de potentiel énergétique, en termes de potentiel naturel, mais qui offrent des conditions de vie meilleures. C'est le cas, par exemple, des pays comme le Rwanda, comme le Botswana, comme le Sénégal, etc. Un autre élément qui me semble important pour expliquer cette situation paradoxale du continent africain et qui pourrait être aussi une piste intéressante de recherche, c'est la question climatique. L'Afrique est le continent actuellement le moins pollueur de la planète. Pollution terrestre, pollution maritime, pollution atmosphérique. Mais paradoxalement, c'est le continent le plus victime du changement climatique, avec tous les effets induits. Parce que si nous regardons bien, la plupart des conflits que l'on connaît actuellement en Afrique, prenons par exemple le conflit actuel dans la zone sahélo-saharienne africaine, qui frappe des pays comme le Tchad, le Burkina Faso, le Mali, le nord de la Côte d'Ivoire, etc. Il est évident qu'une des principales sources de cette conflictualité, une des principales sources de l'émergence des groupes islamistes et terroristes, c'est comment dire, le renforcement de la désertification qui a pratiquement laissé sur les trottoirs des populations. Si nous prenons le cas
d'un lac comme le lac Tchad, pour ceux qui ont un peu une idée de la carte de l'Afrique. Il y a 30 ans, le lac Tchad était un très grand lac qui assurait en quelque sorte, qui permettait l'irrigation agricole de tous les pays qui entourent ce lac, à savoir le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger. Mais en moins de 30 ans, le lac Tchad a perdu pratiquement 80% de son potentiel hydraulique. C'est-à-dire ce lac s'est asséché. Et il n'est donc pas surprenant de constater que c'est justement dans les pays qui bénéficiaient de l'eau de lac Tchad, c'est dans ces pays que l'on observe les mouvements, comment dire, les situations les plus risquées au terrorisme, par exemple. Alors, un élément sur les risques pandémiques, j'en ai discuté, j'en ai évoqué il y a un instant, mais je voudrais également surtout mettre l'accent ici sur le fait que, bien qu'étant le continent le moins pollueur au monde, le plus victime du changement climatique, l'Afrique est le continent qui suscite le moins d'attractivité en termes de mobilisation du financement de l'adaptation climatique, c'est-à-dire le financement des mesures ou des politiques pour faire face à l'adaptation climatique. Alors, qu'est-ce que tout cela peut avoir comme impact recherche en management? D'abord, le faible impact de la recherche en management sur la résolution des problèmes identifiés en termes de production faible des brevets industriels. Je veux dire quoi? Je veux dire par là, c'est-à-dire que l'abondance des problèmes, l'abondance des difficultés en Afrique n'a pas suscité des travaux de recherche à fort impact durable, dans le sens de pouvoir apporter des solutions concrètes, avérées à tous ces problèmes. Pour une raison principale, c'est que la recherche en management en Afrique a été et demeure encore une recherche à forte orientation académique. En d'autres termes, une recherche qui a essentiellement pour finalité de permettre aux chercheurs d'obtenir un grade universitaire afin de faire carrière universitaire. C'est ce que j'appelle la recherche académique. Ce n'est pas une recherche dans le but finalement d'apporter des solutions concrètes aux problèmes étudiés dans ces travaux de recherche. Une autre explication aussi, c'est le faible impact des acteurs professionnels dans leur recherche en management. Et je pense ici aux managers, aux entrepreneurs, parce qu'on a longtemps eu cette vision en Afrique que l'université, c'est l'affaire des universitaires. La recherche, c'est l'affaire des universitaires, alors que ce n'est pas le cas. Mais également, une des raisons de ce faible impact de la recherche en management en Afrique, c'est la faible diffusion des success stories africaines observées dans les différents pays. Qu'est-ce que j'entends par success stories? C'est-à-dire qu'en dépit de discours critiques que je fais sur le développement de la recherche en Afrique, il y a quand même eu des succès, il y a quand même eu des travaux de référence. Mais malheureusement, ces succès, ces travaux de référence n'ont pas toujours été diffusés au niveau du continent pour différentes raisons, qui peuvent être des raisons politiques, linguistiques et conflictuelles. Juste une illustration pour expliquer ces raisons. Regardons ce conflit que je qualifierais de stupide actuellement entre l'Algérie et le Maroc. Voilà deux pays africains liés par l'histoire, liés par la religion, liés par les traditions, frontaliers, mais qui depuis des années entretiennent un langage de sourds, ne se parlent plus. Il y a 2 semaines, je crois, ça a été la rupture des relations diplomatiques. Il y a pratiquement plus de vols entre le Maroc et l'Algérie. Et quand on pense qu'actuellement, l'Afrique est engagée sous l'égide de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique dans un ambitieux programme d'intégration économique de l'Afrique à travers le projet SLECA, vous imaginez qu'est-ce que ça peut faire? En même temps, tenir un discours
sur comment dire, la facilitation de la mobilité des personnes et des biens au niveau du continent et que deux importants pays du Maghreb africain, comme le Maroc et l'Algérie, au même moment, soient en train de fermer leurs frontières. Un autre élément qu'il me semble important de souligner pour expliquer ce faible impact de la recherche africaine en termes de résolution du problème, c'est la forte emprise des modèles empruntés à d'autres contextes, notamment des modèles théoriques, des modèles épistémologiques et des modèles méthodologiques. On reviendra là-dessus pour ceux qui ont jeté un regard sur l'ouvrage que j'ai fait avec Françoise Chevalier et Marielle Payot. Nous avons abondamment traité de cette question de la rupture des modèles et de la nécessité de redéfinir des modèles théoriques, épistémologiques, méthodologiques de recherche en contexte africain. Alors, la question de l'impact managérial et sociétal de la recherche en Afrique, c'est donc, j'ai envie de dire, une déception. Une déception parce que l'impact est faible, parce que l'impact, jusqu'à présent, il est éphémère. Alors, comment faire pour modifier la situation, ne serait-ce que pour améliorer la situation? C'est d'agir à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau des acteurs de la recherche managériale, à travers la recherche d'une convergence, d'un compromis entre les principaux acteurs de la recherche académique, c'est-à-dire les professeurs d'université, mais aussi ceux de la recherche actionnable, c'est-à-dire une recherche qui a pour finalité, qui a pour vocation de résoudre des problèmes et non d'attribuer des titres académiques ou de permettre aux universitaires de faire carrière. Et c'est de ce point de vue que la mobilisation des praticiens, notamment des praticiens africains, dans la recherche me semble une piste extrêmement intéressante. On le voit à travers la reconnaissance et la légitimation institutionnelle, les cursus académiques émergents comme les exécutifs MBA et comme les exécutifs DBA. Et je crois que c'est en cela que notre expérience du Business Science Institute me paraît extrêmement importante de ce point de vue. Et je pense que Catherine ne me démentira pas quand on regarde les statistiques actuellement des doctorants inscrits. Je crois savoir que jusqu'à l'année dernière, le continent africain fournissait à peu près le tiers des doctorants inscrits au Business Science Institute. Peut-être que les chiffres ont légèrement évolué, mais cela témoigne quoi? Cela témoigne de cette forte attente au niveau du continent africain de la part des praticiens, managers, entrepreneurs, d'être désormais des acteurs au quotidien de la recherche managériale. Et ça me semble être une révolution. Pourquoi une révolution? Parce que, je le disais tantôt, on a eu cette situation-là de langage de sourds, et même parfois de ce regard condescendant, méprisant des universitaires africains sur les praticiens africains en se disant, mais ceux-là, ils savent chercher de l'argent, ils savent gagner de l'argent, mais ils sont incapables de penser, de réfléchir. En d'autres termes, à nous, universitaires, la recherche et aux praticiens, l'application des résultats de notre recherche. Or, nous assistons actuellement à un changement de paradigme qui se traduit par le fait que les praticiens, entrepreneurs, managers, disent aussi à nous la recherche, puisque nous avons la capacité de contribuer à la création, à la production de la connaissance. Alors, toujours s'agissant de l'hybridation, et je vais rapidement pour m'en tenir aux 15 minutes de présentation afin de laisser le temps de pouvoir échanger, il me semble qu'une des pistes d'évolution de la recherche en management en Afrique est à situer au niveau de la conceptualisation de la recherche. Qu'est-ce que j'entends par conceptualisation? C'est de trouver des concepts, des notions qui collent aux réalités africaines, qui invitent à repenser les modèles africains, qui invitent à découvrir, à redécouvrir, à réhabiliter ce qui se fait de mieux en contexte africain. Je prends deux illustrations ici.
le concept de forme informalisation managériale, c'est un concept sur lequel je travaille depuis quelque temps. Je prépare un article là-dessus pour montrer c'est quoi la forme informalisation managériale. C'est une piste de compromis entre le formel et l'informel. Et pourquoi? Mais simplement parce que quand nous regardons aujourd'hui les grands débats, notamment au niveau des organismes patronaux africains et même au niveau des organismes d'appui au développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, quel est le discours dominant? Quel est le mainstreaming? Il faut réduire autant que possible le secteur informel. Il faut formaliser le secteur informel. Alors, allez-y comprendre quelque chose. Comment vous allez dans un continent où pratiquement 90% de l'activité productive, 90% de la main-d'œuvre active est constituée de personnes opérant dans le secteur informel. Alors, vouloir formaliser cet informel, c'est en quelque sorte ne plus reconnaître l'existence de ce monde, entre guillemets, parce qu'il s'agit d'un véritable monde, le monde de l'informel, avec ses logiques, avec ses rationalités, avec ses comportements. L'idée serait donc, comme je le mets entre guillemets, qu'on reconnaisse que chaque organisation africaine et chaque pratique managériale africaine ont leur part d'informalité. Ça veut dire quoi en somme? Ça veut dire comprendre qu'on peut, au sein d'une même entreprise, y compris d'une filiale africaine, d'une firme multinationale française, allemande, britannique, américaine, on peut, au sein de la filiale en contexte africain, identifier à la fois des pratiques managériales qui relèvent du formel, mais également des pratiques managériales qui relèvent de l'informel. Donc l'idée ici, ce n'est pas de jeter l'anathème sur l'informel, qu'on va considérer un peu comme, en quelque sorte, un secteur d'activité pour les illettrés, un secteur d'activité pour les marginaux. Non, c'est de considérer l'informel comme un secteur d'activité, j'ai envie de dire, tout à fait normal, avec ses logiques, etc. Deuxième source de conceptualisation ou de reconceptualisation de la recherche africaine, c'est ce fameux Ubuntu managérial dont on parle de plus en plus aujourd'hui. C'est quoi l'Ubuntu africain? C'est la reconnaissance et la légitimation de l'humanisme africain, l'affirmation du lien indéfectible entre l'individuel et le collectif. Bien sûr, on va me dire que l'Afrique n'a pas le monopole de l'humanisme, mais sauf que on se rend compte aujourd'hui que les entreprises africaines qui réussissent sont justement celles dont les dirigeants ont volontairement choisi d'aller puiser dans les traditions africaines, d'aller puiser dans les cultures africaines. Par exemple, les ressources, les solutions pour, comment dire, pour faciliter l'implication des salariés, pour faciliter l'engagement des salariés. En d'autres termes, avoir recours aux cultures, aux traditions, à ce qu'il y a de mieux dans les cultures, à ce qu'il y a de mieux dans les traditions pour structurer le monde de la gestion. Et enfin, la méthodologie. Ici, l'évolution de la recherche en management en Afrique, je pense, devrait passer par le recours aux méthodes mixtes. Pourquoi? Parce que si on se limite aux données quantitatives, à la méthodologie quantitative, elle est bonne pour comprendre les représentations managériales chiffrées, ce que pensent les acteurs, ce que pensent les individus. Mais les chiffres ne nous diront jamais ce que font les acteurs, les individus. Ce sont les données qualitatives qui nous permettent de comprendre les pratiques managériales. En d'autres termes, les histoires racontées, les récits. Alors, c'est pourquoi? Parce que vous savez que, par exemple, dans certaines disciplines de management, je pense à la finance, on travaille quasi exclusivement, l'informatique, les systèmes d'information, on travaille quasi exclusivement avec une épistémologie positiviste, avec une méthodologie quantitative. Il est temps, je pense, d'envisager, là également, de changer de paradigme, de voir comment on pourrait introduire dans ces disciplines jusqu'à présent fermées, entre guillemets, au qualitatif, comment on pourrait introduire des démarches qualitatives.
Et je crois que cette idée rejoint des idées de plus en plus développées, pas seulement en Afrique, mais aussi ailleurs dans le monde, de rendre, de mieux comprendre les comportements des acteurs en ayant davantage recours aux histoires racontées au lieu de se référer uniquement au questionnaire. Parce que si vous me posez la question, qu'est-ce que je pense, par exemple, de tel ou tel modèle de recrutement, avec un questionnaire que je dois coucher ou que vous me faites passer, eh bien, je vous réponds à la limite n'importe comment et n'importe quoi. Et vous allez sortir vos tableaux statistiques en disant, voilà ce que mes répondants ont dit sur tel ou tel sujet. Alors que si vous prenez la peine d'aller discuter en face à face, au fond, c'est le recours à l'approche ethnographique, d'aller discuter avec ces personnes, les discussions, les récits, les histoires de vie qui vont être traduites en verbatim expliqueront mieux que ce que expliquent les chiffres dont on dispose. Donc voilà, présenté en 15 minutes, parce que j'avais dit que je ne dépasserai pas 15 minutes, les éléments clés de la présentation. Alors, peut-être que cette présentation est un peu trop rapide, j'espère qu'elle n'a pas été si rapide que cela, pourrait susciter quelques échanges, quelques questions entre nous. Et donc, Catherine, je te laisse, c'est toi la coordinatrice des échanges, je suppose. Non, pas vraiment. Je ne sais pas ce qui a été prévu, en fait. Je ne sais Bon, pas s'il y a ben, des questions qui ont été prévues. Moi, je n'ai pas été informée. d'accord, ben, on va travailler comme ça. Alors, les personnes présentes, si vous avez des questions, on n'est pas nombreux, tant mieux. Ça nous permettra de, en moins de 30 minutes d'approfondir ces sujets. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des contributions? Pas nécessairement des questions, ça peut être des contributions à ce qui a été dit ou des Alors, Colette reformulations. Valendom a levé la main. Colette. D'accord. OK. Oui, merci, professeur, pour cette présentation très intéressante. Et il y a deux points qui ont retenu mon attention et sur lesquels je voudrais échanger ou bien que vous reveniez un peu dessus pour m'aider moi-même dans la recherche. Le point qui a été soulevé, le premier point qui a retenu mon attention, c'est le fait que la recherche, vous avez souligné que la recherche en général en Afrique est à forte orientation académique et l'impact est assez faible. Effectivement, c'est un point important. Maintenant, la question, c'est de savoir comment, parce qu'en général, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de recherches à orientation, je dirais, pratique, mais il y a quelques recherches quand même. Mais dans l'application, dans l'implémentation, je pense qu'il y a un souci en Afrique. Parce que déjà, très vite, on pense que la politique rentre en jeu et parfois, les recommandations qui sont faites, en général, on pense que c'est orienté et l'application pose problème. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème. Le second point, vous avez bien dit qu'il y a également un souci de transcrire ce qui est fait dans l'informel. Je suis parfaitement d'accord. Moi, j'essaie en ce moment de travailler sur l'entrepreneuriat féminin. Le problème, c'est comment capter tout ce qui est dans l'informel. Comment capter les données dans l'informel? Donc, ça, c'est une question que je laisse ouverte, je ne sais pas. On a souvent, il y a beaucoup d'activités dans l'informel. Maintenant, quand on essaie de travailler dessus, on a assez de difficultés pour pouvoir capter cela. Merci. Merci beaucoup. Alors, deux questions très intéressantes. La première, c'est donc déjà comment implémenter. J'ai évoqué des success stories africaines observées dans différents pays. C'est le stade, je suppose que vous voyez ce slide de l'impact, les success stories qui existent. Et là, je vous rejoins à savoir qu'effectivement, il y a des cas, des situations où il y a eu des travaux de recherche extrêmement importants, mais qui n'ont pas connu les succès pour des raisons, j'ai évoqué, politiques, linguistiques, conflictuelles, j'aurais pu dire institutionnelles. Donc, c'est cela, c'est-à-dire en fait, nos universités et nos instituts de recherche fonctionnent encore sous le paradigme de la recherche diplômante, de la recherche pour obtenir
un titre universitaire, un grade universitaire, faire une carrière universitaire. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, collègues, qu'il y a là une nécessité de repenser la vocation de la recherche managériale en contexte africain. Des choses sont faites là-dessus. Hein. Je pense qu'il y a des organismes. Prenons un organisme comme le CODESRIA à Dakar, le Conseil africain pour le développement de la recherche en sciences sociales et d'autres organismes aussi, qui sont des organismes qui financent des travaux de recherche à forte valeur ajoutée actionnable en termes de résolution des problèmes. Maintenant, ça n'existe pas dans tous les pays africains, des organismes comme celui-là. Donc, la réponse à ta question, elle est celle-là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une question de mindset, d'état d'esprit. L'état d'esprit, et bien évidemment, qui doit impulser cette transformation du mindset, c'est la ligne hiérarchique, politique, institutionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de nos États africains, les gouvernements, pour résoudre tous ces problèmes que nous avons énoncés, transforment les organismes de recherche, les laboratoires de recherche en véritables laboratoires de création de solutions, d'apporteurs de solutions aux problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, il ne devrait avoir de recherche que lorsqu'on a effectivement identifié un problème à résoudre, et il ne devrait avoir de recherche que lorsque l'identification des problèmes a débouché sur des solutions pour résoudre ces problèmes. C'est tout le débat sur l'impact. Alors, sur la question de l'informel, comment procéder, eh bien, je crois que c'est ce que je disais là, en parlant de la méthodologie, hein, vous le voyez sur le dernier slide, il est évident qu'un travail de recherche sur le secteur informel en Afrique, qui est fait sur la base d'une épistémologie positiviste, d'une méthodologie quantitative, avec des questionnaires, qu'est-ce que vous pensez de l'informel, qu'est-ce que des tableaux statistiques, etc. À la fin, vous aurez des tableaux super intéressants, mais qui ne diront pas, qui ne reflèteront pas du tout ce que les uns et les autres pensent. Alors que, en allant sur le terrain de l'informel africain, c'est quoi le terrain de l'informel africain? Ce sont les marchés. Ce sont les marchés. Ce sont dans les quartiers, dans les marchés, en allant rencontrer ces personnes, échanger avec elles, ces acteurs, ces actrices de l'informel, sans leur donner nécessairement l'impression qu'on vient les rencontrer dans le cadre d'une recherche. Mais ça peut être des débats, des discussions autour du pot pour dire mais comment ça se passe vos activités, comment ça se passe vos journées du travail. Je vous assure, vous arrivez à collecter une somme considérable de données qui vous permettent donc de découvrir c'est quoi la force de ces acteurs du secteur informel et c'est quoi leur faiblesse. Donc, voilà les deux axes de répondre à la question. Donc, revoir l'épistémologie, la méthodologie pour une orientation beaucoup plus mixte avec part considérable du qualitatif, mais aussi revoir les politiques publiques de la recherche en management. Et je pense que ce que je dis là est valable, pas seulement pour la recherche en management, mais pour la recherche dans d'autres disciplines des sciences sociales. Oui, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Oui, Aubin? Oui, merci, monsieur le professeur. Donc, Colette, je te remercie aussi pour ton intervention. Ça a ajouté plus, c'était quelque chose que je voudrais aussi poser, mais j'ai eu des réponses. Mais je reviens toujours sur le point hybridation. Là, je voudrais parler de la conciliation entre les chercheurs académiques et les chercheurs praticiens. Est-ce qu'aujourd'hui, BSc
est en train de penser de faire, je ne sais pas, un bureau d'études où on met les deux doctorants, c'est-à-dire les praticiens et l'académique. Bien sûr, je sais que dans BSc, il n'y a pas la partie académique, mais il y a des professeurs des autres universités, entre autres, vous, monsieur le professeur, dans les universités où vous intervenez, de ramener ceux qui sont des académiques pour rencontrer, nous, le doctorant praticien, et faire des conférences ensemble, voir comment développer, je parle dans un cadre africain, dans une contextualisation africaine, voir qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut commencer à mettre en place, nous deux, les deux académiques, pour essayer d'avoir un développement futur. Alors, ce qu'on peut mettre en place, c'est, je pense honnêtement, c'est de travailler en tandem. C'est des équipes de recherche mixtes. Ce sont des publications mixtes. Et pour ceux qui ont regardé l'ouvrage que nous avons publié sur la recherche en management en Afrique, vous allez constater que ce n'est pas du tout hasardeux que nous avons choisi de dédier toute une partie de cet ouvrage au témoignage de praticiens. Donc, la volonté de Françoise Chevalier, de Marielle Payot, ça a été, nous allons faire un ouvrage sur la recherche en management en Afrique. Mais il faudrait que nous veillions à ce que ce ne soit pas un ouvrage de chercheurs académiciens seulement. Il faudrait que ce soit un ouvrage qui donne la parole aux praticiens, la raison pour laquelle nous leur avons consacré toute une partie. Mais il faudrait aussi que ce soit un ouvrage dans lequel des chercheurs universitaires se mettent ensemble avec des chercheurs praticiens pour publier des contributions. Donc, Aubin, la réponse à ta question, c'est celle-là, c'est-à-dire encourager des équipes de recherche mixtes, universitaires et praticiens. Professeur Kandem, est-ce que tu permets que je dise un mot? Bien sûr, Michel, bien sûr, Michel. Dans la lignée de votre question et de la réponse du professeur Kandem, je dirais que c'est tout à fait dans l'esprit de ce qu'on essaye de faire. On a créé au Business Science Institute un statut d'associate researcher pour les docteurs qui continuent à publier des livres, des articles. On a plusieurs cas où des docteurs publient avec leur ancien directeur de thèse. Et puis, dans les projets collectifs qu'on a lancés, par exemple, le projet collectif lancé il y a 1 an sur l'impact de la crise sur le management, et puis sur le projet qu'on a lancé, qui est publié cette semaine, sur les impacts durables de la crise, on a à chaque fois des docteurs qui publient. L'an dernier, il y avait 3 docteurs, cette année, il y a 8 docteurs. Et donc, c'est quelque chose que l'on encourage. On avait également le projet de faire des cas à partir notamment des données collectées et des données qualitatives collectées par les doctorants, et c'est un projet qui est en stand-by pour l'instant. Mais je veux dire qu'au Business Science Institute, on est absolument ouvert à toutes ces propositions-là, sachant que notre objectif, c'est bien sûr de diplômer des doctorants, mais c'est aussi de créer, de diffuser de la connaissance. Donc, toutes les idées dans ce champ-là sont les bienvenues, et sachez que nous saurons les soutenir. Un dernier point, dans le futur Spring Impact Seminar qui se déroulera à Paris l'année prochaine, le séminaire sur l'impact, séminaire du printemps sur l'impact du DBA, le 10, 11 et 12 mars, il y aura toute une journée qui sera consacrée aux alumni. Et ce qu'on aimerait voir, c'est ce qu'on aimerait, avec l'association des alumni, avec les docteurs, ce qu'on aimerait faire, c'est réunir les alumni de façon à ce qu'ils nous donnent des témoignages sur l'impact du DBA. Et bien évidemment, toutes les recherches que vous pouvez mener sont dans ce domaine-là bienvenues en partenariat avec vos professeurs. Merci, professeur Kandem. Je redeviens silencieux. Merci, Michel, pour cette précision. Je crois qu'il nous reste 5 minutes. La parole. Oui. Ouais. Qui souhaite intervenir, il nous reste 5 minutes puisqu'il faut qu'on respecte les timings. Oui, OK. Bonjour, c'est Thierry Minjos. Oui, bonjour Thierry. Bonjour professeur. Oui. On t'écoute. OK, merci pour la présentation. J'ai très bien noté justement tous les cas qu'il y a entre des recherches qui sont faites au niveau académique et puis
la considération de ces études au niveau pratique. Donc, pour ma part, je pense qu'il y a quand même il y a une distance en fait entre ce que les entreprises font au Cameroun et ce que les chercheurs produisent. Parfois, c'est l'accès déjà aux données, l'accès aux résultats de ces recherches-là qui n'est pas accessible parce que les académiciens produisent, écrivent et publient parfois dans des bibliothèques, dans des plateformes qui ne sont pas accessibles aux praticiens. Donc ça, c'est un premier frein. D'autres freins également, c'est que parfois en entreprise, lorsqu'on pense par exemple à des consultations, on ne pense pas premièrement à des universitaires. Parce qu'en fait, comme je dis, il y a vraiment une séparation, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'information entre ce que l'université peut apporter à l'entreprise et ce que l'entreprise peut apporter à l'université. Je pense que de ce point de vue-là, il est important de construire une relation gagnant-gagnant, une relation durable sur un certain nombre de partages d'expériences, mais beaucoup plus une certaine collaboration. Maintenant, pour revenir à la question des pays africains dont le développement reste quand même très, très mitigé, je pense qu'il y a également là un aspect qui est, par exemple, qu'on constate dans les pays développés, qui n'est pas encore intégré dans les entreprises africaines, c'est que dans la plupart des entreprises européennes, notamment les grandes multinationales, ils ont parfois des programmes où ils reçoivent des docteurs ou des doctorants, ils reçoivent des doctorants, ils les confient des travaux. Ces doctorants vont travailler sur 2 ou 3 ans. À la fin, ils vont produire des résultats et ces résultats, généralement, sont brevetés. Or, pour le cas des entreprises africaines, ça reste encore très faible. Donc, je pense que la question ici que je voulais poser, c'est comment justement faire prendre conscience aux entreprises africaines que la recherche est importante et qu'il est important également de pouvoir faire la promotion des personnes, par exemple, au sein de l'entreprise qui font de la recherche. Ben, ma réponse, Thierry, elle est à la fois simple et compliquée. Simple, il faut écrire, il faut publier. Imaginez un seul instant que vous rendant dans une librairie, vous trouvez pas mal d'ouvrages sur le management, sur les pratiques de management en Afrique, publiés, non pas par des universitaires, publiés soit par des gens comme toi, donc des managers professionnels, ou publiés par une équipe conjointe, à la fois d'universitaires et de praticiens. Je crois que plus on aura ce genre de publication, plus les uns et les autres vont comprendre la nécessité de recourir encore davantage. Et je pense d'ailleurs que la question qui est posée, c'est celle de l'implication des entreprises, parce que c'est exact. Si sur le terrain de la pratique managériale, c'est-à-dire dans les entreprises, les acteurs ne sont pas ouverts, on n'aura pas l'accès à l'entreprise, donc on ne pourra pas les interviewer, on ne pourra pas avoir des verbatims. Maintenant, si vous arrivez à convaincre un manager, un dirigeant, que sa visibilité en tant qu'individu, sa visibilité professionnelle ne se limite pas seulement au travail qu'il effectue, mais que son rayonnement, sa visibilité dans son pays, en Afrique, dans le monde, peut être polyvalente, c'est-à-dire une visibilité professionnelle, c'est le travail, mais aussi une visibilité comme producteur de connaissances. Ouais. Donc là, on n'a plus seulement affaire à un praticien, mais on a affaire à un inventeur, entre guillemets, quelqu'un qui produit, quelqu'un qui crée de la connaissance. Et honnêtement, je ne pense pas que ce statut social de créateur, de producteur de la connaissance ne fasse pas plaisir à qui que ce soit. Chacun aimerait bien qu'on dise quelque part, ah ben c'est elle qui a inventé telle notion. Je parlais là d'une notion comme celle de l'Ubuntu. Je pense que le chercheur sud-africain qui a lancé ce concept d'Ubuntu managérial doit être fier aujourd'hui de savoir qu'un peu partout en Afrique, on parle de l'Ubuntu managérial, c'est-à-dire de l'humanisme africain dans le management des organisations. Donc, c'est ça l'idée. C'est d'amener les praticiens à penser qu'ils peuvent avoir une reconversion professionnelle dans le domaine de la création de la connaissance, ou en tout cas dans le domaine de leur contribution à la création de la connaissance. Voilà la réponse que j'apporterai à la question.
Alors, il nous reste, en principe, il est 12h30 à Douala, c'est-à-dire 13h30 à Paris. C'est l'heure indiquée pour clore cet échange. Je voudrais donc, je regrette qu'on n'ait pas pu répondre à toutes les questions, mais il est prévu, vous pouvez voir avec Yann ou avec Frédéric, que je puisse avoir un échange avec les doctorants qui le souhaitent, en tout cas demain 28, demain mardi. Donc, vous pouvez écrire à Yann ou à Frédéric il vous communiquera la plage horaire à laquelle je vais rencontrer les doctorants. J'en ai déjà 5 ou 6 inscrits. Vous pourrez vous inscrire et on pourra continuer le débat là-dessus. Alors, merci une fois encore d'avoir participé à cet atelier thématique. Et sur ce, donc, je vous souhaite bon appétit. OK? Merci. Merci. Merci, professeur. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt.